Avant Paris 2024, il y a eu Londres en 2012, Sydney en 2000, Barcelone en 92 ou Los Angeles en 84. Et à chaque Olympiade ou presque, le basket français et francophone a connu son lot d'histoires exceptionnelles, qu'il s'agisse de succès inattendus, de déceptions profondes ou simplement de destins qui s'accomplissent. Avec Basket Rétro, nous racontons depuis plus de 10 ans les plus belles heures de l'histoire du basketball. Et dans ce podcast, nous vous proposons une série d'interviews avec des figures majeures du basket qui ont marqué à leur manière l'histoire des Jeux. Je suis Winston, je serai accompagné de Franck Cambus et nous vous souhaitons la bienvenue à Parole Olympique. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons une grande dame du basket brésilien en la personne d'Adriana dos Santos. Adriana a une histoire intimement liée aux Jeux Olympiques, compétition qu'elle a disputée 3 fois et où elle a gagné 2 médailles. Et cela comme joueuse seulement, puisque plus tard en 2016, chez elle à Rio, elle a servi comme directrice technique et a eu l'immense joie de pouvoir lire le serment olympique devant le monde entier. Adriana nous a fait l'honneur de revenir sur ces moments pour Parole Olympique, se remémorant ses succès comme ses défaites, avec la même émotion, une émotion très palpable, lorsqu'elle évoque notamment sa lecture du serment olympique. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Parole Olympique. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est terminé, mais Parole Olympique, ça continue. On a encore beaucoup d'histoires à vous raconter. On a beaucoup d'invités à faire venir dans ce podcast. Et pour poursuivre cette belle dynamique, je suis toujours accompagné de Franck Cambus. Salut Franck, comment ça va ? Salut Winston, écoute, ça va très bien. On a eu des Jeux Olympiques vraiment magnifiques avec de superbes résultats. Donc on est enchanté de continuer à échanger sur les paroles olympiques avec nos invités. Et pour cette deuxième saison du podcast, on a encore une chance incroyable puisqu'on va accueillir une grande dame du basket brésilien, Madame Adriana dos Santos Lopes. Bonjour Adriana, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. On est ravis de te recevoir dans ce podcast et on va commencer comme d'habitude. Les habitudes sont prises, elles restent. Franck, est-ce que tu peux nous faire une rétrospective de la carrière d'Adriana, s'il te plaît ? Oui, alors la rétrospective de la carrière d'Adriana qui a connu le basket français puisqu'elle a joué notamment du côté de Montpellier dans les années 2000. C'est là où elle a eu l'occasion d'être connue du grand public français. Mais pour autant, Adriana a eu un parcours avec l'équipe nationale du Brésil assez remarquable. Elle a participé à 3 Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques de Barcelone en 92, ceux d'Atlanta en 96 et ceux de Sydney en l'an 2000. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle a connu les 4e Jeux Olympiques en 2016 à Rio, donc au Brésil, son pays d'origine, où elle a été directrice technique de l'équipe nationale du Brésil. Et au-delà de son statut au sein du basket brésilien, elle a eu l'honneur, et elle nous en parlera tout à l'heure, de lire le serment olympique pour les coachs lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Rio. Donc un souvenir, j'imagine, qui a dû être mémorable. Donc on aura l'occasion d'y revenir au cours de notre échange de ce soir. Donc Adriana, ce qu'on peut dire sur elle, pour faire court, et on laissera l'occasion d'aller un petit peu plus loin, c'est un grand nom du basket brésilien. Quelqu'un qui a vraiment marqué le basket brésilien féminin et qui a participé à l'âge d'or de ce basket. Adriana, est-ce que tu souhaites préciser quelque chose ? Bon, tu as bien dit. J'ai été la première Brésilienne à jouer en France, donc pour moi aussi c'est un honneur parce que je pense que ça aussi c'est une ouverture des portes pour les autres joueuses qui sont venues aussi, parce qu'après les Jeux Olympiques de Sydney, on a eu la médaille de bronze, donc il y a beaucoup de joueuses qui, après ça, il n'y avait pas beaucoup d'équipes au Brésil, donc on commençait à sortir du Brésil pour jouer dans des autres équipes. Et c'est là que j'étais choisie pour le coach. À l'époque, c'était Pierre Gall qui m'a choisie pour jouer à Montpellier. Donc après ça, ma vie, elle a beaucoup changé aussi parce que c'est la première fois que je sors du Brésil pour jouer dans une équipe dehors de mon pays.
Et c'était magnifique parce que je suis amoureuse de la France. Moi, j'adore la France. Donc, c'est tout ça. Et j'ai passé pas mal d'années aussi avec l'équipe nationale. Ça, c'est aussi un honneur pour moi parce que défendre les couleurs de ton pays, écouter ton hymne national, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Et j'ai passé pas mal d'années dans l'équipe nationale avec 3 Jeux olympiques comme joueuse et une comme déjà coordinatrice dehors de terrain, que c'est pas facile. Donc on va revenir effectivement sur toutes ces grandes dates de la Seleção. C'est bien comme ça que l'on dit. C'est les sangs. C'est les SAO. Adriana, on va démarrer avec les Jeux de Barcelone en 1992. C'est la première fois qu'une équipe de basket féminin brésilienne se qualifie pour les Jeux. Et ça a été un exploit suite à un TQO disputé à Vigo, en Espagne, qui a été extrêmement difficile. Et cette qualification, est-ce que ça a marqué la consécration pour la génération de Hortensia et de Magic Paola, qui étaient tes aînés? Ah oui, tout à fait, parce que avant, c'était très difficile de s'y qualifier parce que en 1992, déjà, c'était juste 8 équipes qui jouaient. Donc, pour le Brésil, c'était compliqué et on a eu vraiment un Tokyo très, très difficile. On s'est qualifié au dernier moment. On était en train de jouer contre l'Australie. On a eu 2 prolongations et je crois que ça, c'était le plus beau cadeau que Hortensia, comme on dit, a rainha, c'est la queen du Brésil. Et Magic Paolo aussi, elles ont mérité d'être les premières, ramener la première équipe du Brésil pour ces Jeux olympiques. Et moi, j'avais 21 ans. C'était la première fois pour moi et pour toutes mes coéquipiers. Donc, c'était un honneur. Et être là-bas avec le drapeau du Brésil, rentrer dans le stade olympique, c'était quelque chose que je vais jamais oublier de ma vie parce que c'était magnifique, c'était le rêve de toutes les joueuses de basket du Brésil. Parce qu'avant, il y avait une bonne équipe aussi au Brésil, mais elles n'arrivaient pas à se qualifier. Donc voilà, notre rêve était conclu. Et justement, Adriana, comme tu en parles, c'est une question qu'on aime bien poser dans ce podcast, et spécifiquement pour toi cette fois-ci, quand on connaît la suite. Comment ça s'est passé cette cérémonie d'ouverture? Comment tu l'as vécue? Est-ce que tu as des souvenirs encore aujourd'hui? Ah, j'ai plein de souvenirs, plein de souvenirs parce que déjà, Barcelone, c'était une ville magnifique. Après, tout le temps qu'il faut attendre pour rentrer dans le gymnase olympique, c'est quelque chose qui, il faut attendre beaucoup, plus de, je sais pas, 5 heures en train d'attendre pour rentrer le moment qu'on débute dans le gymnase, le stade. C'était pas facile parce qu'il comment je dis ça en français? Qu'on on attend beaucoup avec l'impatience, avec la joie, tout ça et rentrer là-bas, il voit aussi des autres pays et des joueuses qui avant, je vois juste à la télé ou même le Dream Team. Moi, j'ai vu Magic Johnson, Michael Jordan, Carl Lewis. C'était personne que j'ai jamais pensé dans ma vie de voir. J'ai vu aussi Mohamed Ali. Donc, c'est des choses qui ça marque beaucoup. Moi, j'étais très, très jeune. Donc, l'importance de tout ça, c'était après que j'ai aperçu, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai passé là-bas, c'était magnifique. Alors du coup, on va commencer à rentrer dans ton tournoi, dans le tournoi du Brésil. Au premier tour, vous perdez contre Cuba et contre l'équipe unifiée, c'était une équipe qui était censée représenter l'ex-URSS, et vous gagnez contre l'Italie. Vous êtes donc troisième de poule, sachant que malheureusement, seules les 2 premières de chaque poule pouvaient aller en demi-finale. Vous êtes donc rapidement éliminé. Je voudrais savoir quel était votre sentiment à ce moment-là. Est-ce que c'était une fierté d'avoir bien figuré ou une déception en pensant être capable d'aller plus loin? Je crois que c'était un peu déception parce qu'on avait une équipe qui on pouvait être entre les quatre et on a fait un match très très serré contre Cuba. Et Cuba, on jouait tout le temps contre Cuba. On savait comment Cuba jouait.
au Brésil, on faisait beaucoup de matchs amicaux contre Cuba. C'était le plus facile ali, pour nous. Et ils étaient tout le temps au Brésil. Nous, on était à Cuba pour faire des matchs amicaux. Et c'était un match, c'était le dernier ballon. Je me souviens très bien. Notre coach, c'était Maria-Helena Cardoso. Elle nous a demandé de faire un système pour que Hortensia tire le dernier tir. Et on n'était pas trop dans le but de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on n'a pas obéi bien à ce qu'elle a demandé. Et on a raté tout ce qu'il faut faire. Et voilà, on a perdu un match difficile. Mais bon, après, on a réussi à battre 2 fois l'Italie. Et je pense que les Jeux olympiques de 92, c'était une école pour nous. Parce que dans le village olympique, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui tirent notre attention. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie de regarder parce que c'est la première fois. Et je crois que là, l'équipe, elle s'est perdue un peu, je pense. C'était une découverte. Pour le Brésil, c'était une toute première, on l'a dit tout à l'heure, et une première qui a été quand même plutôt aussi réussie pour Hortensia Marcari, qui est une des légendes du Ah basket oui, brésilien, qui a été la meilleure marqueuse de ces Jeux, avec plus oui. de 18 points par match. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Hortensia justement et son importance dans le basket brésilien pour qu'on arrive un petit peu à situer aussi cette Mm. joueuse? Déjà, j'ai joué avec Hortensia dans le club à pas mal d'années aussi et l'équipe nationale aussi. Hortensia, c'est quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui s'arrête jamais, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. J'ai jamais vu une chose pareille. Je crois que normalement, on dit que les gens marquent beaucoup de points, qui est une tireuse comme était Hortensia, mais qu'est-ce que cette fille s'est entraînée? C'est incroyable. Et au Brésil, si tu dis basket féminin, c'est l'égalité de dire Hortensia Marcari. Parce qu'elle, elle est très connue. C'est une personne qui a élevé le nom de notre pays. Et elle est au Hall des femmes de la FIBA aussi. Le Hall of Fame. Au Hall of Fame, voilà, on dit comme ça en français. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est la meilleure des choses qu'on a eu au Brésil. Et je pense que dans mon équipe, les 5 majors, elle est dedans. Et j'ai déjà vu beaucoup de choses, mais comme elle, c'était pas possible. Parce que déjà, elle n'était pas grande. Elle est 1m74, 1m74, donc elle est pas grande. Et aussi, elle était ma copine de chambre. Donc, c'était compliqué parce que c'est une personne qui dort pas beaucoup, qui pense 24 heures au basket. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pas faire? Et c'était un exemple pour moi de réussite. Cette fille, elle est incroyable. C'est pour ça qu'elle s'appelle Queen. Très bien. Donc on va revenir sur le tournoi. Donc on a parlé du Brésil et sur le tournoi se termine sur une petite surprise avec la victoire donc de la CUI qui représente l'ex-URSS comme on disait tout à l'heure, qui a éliminé en demi-finale les États-Unis. Oui. Quelle est ta perception de ce petit séisme au cours de ces Jeux? Bon, déjà, la défaite des États-Unis, c'était pas très choqué pour ça, parce qu'on a bien vu l'équipe de la Russie, qui était une équipe magnifique, c'était très, très fort. Je crois que c'est à partir de 92 que les États-Unis est devenu qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était pas les États-Unis que c'était le plus fort, c'était la Russie. Donc, c'était pas choqué pour ça, mais je crois qu'après ça, les États-Unis, ils ont tracé un autre chemin parce qu'après ça, on sait bien que ça, aux Jeux Olympiques, c'était les États-Unis que c'était le plus fort. Et nous, on était là-bas et on a vu qu'est-ce qui attendait. Et on sait aussi qu'aux Jeux Olympiques, c'est pas un championnat c'est un championnat de tir court. Donc, il y a des matchs qui sont très importants
Et si tu gagnes pas, tu peux y aller au 5e et tu peux y aller à être champion. Ok, eh bien, poursuivons, passons à Atlanta 1996, on va reparler des États-Unis justement. Par contre, cette fois-ci, vous, le Brésil, vous arrivez en position de force, puisque vous avez gagné le championnat du monde 94 en Australie. Vous êtes Mhm. donc qualifié directement. Est-ce que tu peux nous parler déjà du statut du Brésil dans le basket mondial à cette époque? Voilà, donc après 92, juste pour raconter un petit peu ce qui s'est passé au Brésil, on change d'entraîneur. Euh, la Confédération brésilienne retire donc Maria-Helena Cardoso et met un nouveau entraîneur qui même nous, on ne connaissait pas. C'est un garçon qui vient de basket masculin, qui s'appelle Miguel Angelo da Luz. Et on passe à s'entraîner beaucoup. Avant, on s'entraînait beaucoup aussi, mais dans les conditions pas très bien. Et là, on commence à améliorer notre préparation physique, notre temps d'entraînement. On s'entraîne 2 mois pour jouer les Jeux Olympiques. Mais avant ça, on gagne le championnat du monde en 94. Et là, notre équipe, c'était une équipe très soudée, une équipe qui avait Hortensia et Magic Paula, mais il y avait beaucoup de jeunes qui sont rentrés, comme moi, Ellen Luz, Sylvinha, Alessandra, sont filles, des filles qui ont aidé beaucoup l'équipe. Et là, l'équipe, ça fait qui montait. Donc, après, on passe des 11e, je crois que 11e place au dernier championnat du monde pour devenir champion du monde. Donc, c'était un saut très, très grand. Même pour nous, euh, c'était pas facile de comprendre ce qui s'est passé parce qu'on gagne des États-Unis à la demi-finale pour devenir champion du monde. Et on vient jouer contre la Chine. Et on gagne de la Chine au championnat du monde. Donc, on arrive à Atlanta et on savait qu'est-ce qui nous attend. Parce que là, les États-Unis, et après 94, elles s'entraînaient à chaque jour pour arriver à la finale contre le Brésil. Et là, elle nous a tués. C'était la finale parce qu'on savait qu'elle s'entraînait beaucoup pour nous battre. Déjà pour nous être à la finale, là-bas, chez elle, avec le Georgia Dome, c'était le gymnase, c'était le match plus vu de l'histoire des Jeux Olympiques avant Paris, hein, avant Paris. Voilà. Donc c'était magnifique. On savait qui va nous attendre et on savait aussi que pour nous, la 12e place, c'était un peu comme la médaille d'or parce que chez elle, c'était très compliqué. On a fait un bon match et on a perdu de 20 points quand même. Voilà. Alors justement, on va rappeler pour les auditeurs que les États-Unis, donc l'équipe nationale féminine des États-Unis, s'est préparée à ces Jeux Olympiques en réunissant effectivement les meilleures joueuses de cette génération avec Cheryl Swoops, Teresa Edwards, Lisa Leslie pour ne citer qu'elle et bien d'autres. Et effectivement, elles se sont entraînées pendant toute une année en multipliant les matchs amicaux. Les filles ne jouaient plus en club à ce moment-là, c'est bien ça, tu confirmeras. Et se sont préparées en équipe nationale pendant une année pour venir mettre l'église au centre du village quelque part et dire Voilà. voilà, on est les États-Unis, on est chez nous et on va gagner ce championnat olympique. Et effectivement, c'était les prémices aussi. Ce qui a suivi, c'était la création de la WNBA qui est arrivée Voilà. dans le même laps de temps. Exactement, c'était ça. Et si je me souviens, elles ont fait beaucoup de matchs amicaux et plus de 56. Et nous, je ne me souviens pas combien, mais même pas 10. Hein. Donc, elles ont beaucoup s'entraîné et c'était ça. Elles ont créé la WNBA parce que après 94, des pertes pour le Brésil, il y a tout ce qui a changé pour les États-Unis.
et elles sont devenues très très fortes et voilà. Donc pour nous, être avec et c'était la première médaille pour le Brésil. Donc pour nous, c'était un honneur de monter sur le podium et d'être à côté des États-Unis parce que là, elles étaient meilleures. Donc il faut savoir sa place. Tout à fait. Donc effectivement, vous faites quand même, il faut le souligner, ça montre aussi la place du Brésil à ce moment-là dans le concert mondial. Un premier tour sans faute avec 5 victoires et aucune défaite. Puis un quart de finale face à Cuba, donc vous emportez sans trop de difficultés. Une demi-finale face à l'Ukraine et donc bien sûr, Oui. tu viens d'en parler, la finale face aux États-Unis, donc qui était une grosse armada à cette époque-là. Donc ça montre quand même en tout cas que le Brésil était monté fortement en puissance sur cette décennie 90. Oui, c'était ça. Euh, Moi, je dis à mes coéquipiers que moi, j'ai rentré en 1991 quand on était champion panaméricain, c'était à Cuba. Et après ça, on commence à tout gagner. Je dis, il y a une explication là, les nouvelles elles rentrent et on commence à gagner. Donc, c'était un honneur pour moi parce que c'était des filles qui s'étaient des exemples pour nous, les plus jeunes. On a réussi à avoir une équipe des plus expérients, des plus jeunes, des filles grandes, moyennes, des filles qui marquaient de loin, en bas de cercle. Donc, on a trouvé une équipe très sympathique à être ensemble aussi, parce qu'une équipe, c'est pas juste dans le terrain. Il faut être dehors de terrain, il faut aussi s'entendre bien, des filles qui aiment s'entraîner parce que moi, je pense que pour arriver, n'importe à quel travail que tu fais, il faut beaucoup travailler. On n'arrive pas si on ne travaille pas. Et là, c'était 12 filles qui aimaient travailler. Donc, c'est pour ça qu'on a bien réussi. Et puisque tu parles de légendes et de personnes qui travaillent dur plus que les autres, j'ai aussi envie de parler du tournoi masculin, puisque c'était les 5e Jeux olympiques d'une autre légende brésilienne, Oscar Oscar Schmidt. Schmidt, oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur lui qui tournait encore à plus de 27 points de moyenne par match dans ce tournoi-là? Ah, là-bas, on dit que lui, c'est la main sainte. La main, on dit de Dieu, la main du Saint, voilà. Mais cette main, c'est de quelqu'un qui travaillait dur aussi. Combien de tirs extra l'entraînement il a fait? On peut même pas imaginer. Si on fait les comptes, c'est incroyable. C'est un gars qui a donné tout pour le basket et lui, il acceptait pas que ses coéquipiers s'entraînent pas aussi. Donc, c'est ça qui fait un grand joueur, une grande personne. C'est une personnalité du basket masculin que c'est le plus grand qu'on a au Brésil. Même maintenant, il y a la NBA. Et lui, il n'a jamais joué à NBA. Il jouait en Italie. Mais si tu parles d'Oscar Schmidt, n'importe où, il est connu. Donc, c'est quelqu'un qui est d'une sympathie énorme, d'un cœur énorme aussi. Donc, au Brésil, on les révérencie tout le temps parce que c'est notre meilleur joueur de basket. Une légende, en tout cas le meilleur marqueur de tous les temps, Oui, encore, encore aujourd'hui. encore, voilà. Bien, écoute, on va fermer la parenthèse d'Atlanta et on va basculer donc sur 2000 et les Jeux de Sydney en Australie. Alors cette fois-ci, vous arrivez au jeu après une 4e place au championnat du monde en 1998, donc il y a quand même un résultat, un très très bon résultat, hein, qui continue de vous positionner parmi les meilleures équipes mondiales. Vous vous qualifiez aux Jeux Olympiques en finissant 2e au championnat des Amériques 99, puisque le championnat du monde n'était pas qualificatif, donc c'est le championnat des Amériques 99 qui vous permet de vous qualifier. Et c'est Jeannette Arken là qui est un peu la figure de proue de l'équipe du Brésil à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se situe le Brésil à ce moment-là, justement, au début, fin des années 90, début 2000, et avec notamment Jeannette Arken pour présenter un peu son profil aussi pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas. Voilà. Donc, Jeannette, c'est quelqu'un aussi qui j'ai joué ensemble
d'une équipe au Brésil. C'est une fille très, très, comment je peux dire, elle est tranquille. C'est une fille calme, qui bosse beaucoup aussi, qui jouait beaucoup de temps à WNBA. Au Houston Comets, c'est quelqu'un qui a monté avec l'équipe tout au début de WNBA. C'est notre première joueuse qui était au WNBA. Et Jeannette, c'était quelqu'un qui restait un peu dans son coin parce que tout le monde parlait de Hortensia et Mej qui parle, mais Jeannette, elle était une légende aussi. Et là, les années 2000, on n'avait plus Hortensia et Paula. Donc au Brésil, tout le monde, les journalistes, tout ça, quand on part à Sydney, ils ont dit, bon, cette équipe-là, on sait bien qu'est-ce que ça va donner. Il n'y a plus Paula, il n'y a plus Hortensia. Donc, il y avait Jeannette, il y avait beaucoup de filles qui jouaient aussi en 96, et... mais ils ne croyaient pas qu'on pouvait faire quelque chose. Et on commence là-bas pas très bien. On perd beaucoup de matchs contre la France aussi. On perd dans une prolongation, si je me Oui, souviens. c'est ça, prolongation, oui. Voilà. Et la France, elle était bien, bien placée. Donc, on sort dans un pull compliqué. Et à un bout du moment, les plus vieilles, c'était moi et Jeannette. C'était Jeannette d'abord, après moi et après Martha Sobral. C'est un intérieur aussi qui nous a aidé beaucoup. Donc, on dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut reparler avec les filles. Elles étaient beaucoup plus jeunes. Et pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire ici. Parce qu'on va laisser que tout le Brésil dit qu'il y avait juste Paula et Hortensia et après, c'est fini le basket. C'est pas ça. Donc là, il faut faire quelque chose, il faut donner la vie dans nos terrains. Et on va jouer contre la Russie. Et on n'avait jamais gagné contre la Russie. Et là, les gens disaient, c'est fini pour le Brésil. Là, bon, elles vont pas passer. Et là, on gagne le match, le dernier ballon. Un match inoubliable pour moi aussi parce que, tu sais, dans les autres Jeux Olympiques, c'était difficile pour moi parce que j'ai joué à la même place qu'Hortensia. Donc, pour la faire souffler, j'ai rentré de temps en temps. J'étais là, j'étais tout le temps, je m'entraînais très, très fort. Je l'ai défendu très, très fort pour aider, mais j'étais pas dans le terrain tout le temps. Je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais. Et là, à Sydney, c'était différent. C'était mon espace. J'ai attendu beaucoup de temps pour ces Jeux Olympiques. Donc, j'ai fait un très bon match contre la Russie et on passe pour les 4 pour avoir la médaille. Donc, Jeannette, c'était quelqu'un qui a remonté l'équipe, qui nous a ramenés aussi vers le podium parce qu'elle était géniale. Je crois que c'était la meilleure marqueuse aussi de cette. Et c'était magnifique. On a perdu la demi-finale contre Australie, une très grosse équipe. Et on va pour la médaille de bronze contre la Corée. Et on gagne à la prolongation aussi. Voilà, donc c'était super pour nous. C'était ma 12e médaille avec beaucoup d'honneur. Donc, le Brésil a 2 médailles olympiques et moi, j'ai les 2 médailles, donc je suis ravie. Puisque tu as parlé de tout votre parcours et que tu t'es arrêté donc sur le match pour la médaille de bronze, ce fameux match contre la Corée du Sud gagné après prolongation, Isabelle Fijakolski nous avait dit que l'équipe de France, quand ils avaient rencontré la Corée, ils avaient un peu buté sur ce fameux style de jeu un peu atypique des Coréennes. Est-ce que vous avez ressenti ça également? Ah, bien sûr, parce que quand on joue contre le Japon, la Chine et la Corée, c'est des écoles complètement différentes. Par exemple, pour la France, c'était pour la France, mais pour nous aussi. Déjà que c'est des tireuses à 3 points partout. Elles sont partout. Il n'y a pas juste la pivot, elle n'est pas très, très grande. Donc, c'est des filles qui courent partout et on sait pas trop comment gérer tout ça. C'est pas un style de jeu qu'on connaît bien parce qu'on ne fait pas beaucoup de matchs contre la Corée ou contre le Japon, déjà pour la distance d'un pays à l'autre. Donc, pour nous, c'était compliqué. On a beaucoup étudié, mais on savait, parce qu'on avait joué déjà contre la Chine, que c'était un peu le style à 94.
Donc, on a beaucoup étudié la Corée et donc on savait qu'est-ce que ça va venir. C'est dommage pour la France parce que la France, elle a fait un très bon parcours. On ne dirait pas qu'ils ne vont pas avoir la médaille parce qu'en fait, après, quand j'ai joué à Montpellier, ma copine de chambre, c'était Laetitia Moussard, qui était avec nous à Sydney. Donc, tout le temps, elle me dit, vous avez nous volé notre médaille. J'ai dit, non, c'est votre faute, vous n'avez pas gagné de la Corée. Nous, on a gagné de la Russie. C'était vous qui échouez. Mais bon, on a rigolé un peu parce que la France, elle avait une très bonne équipe. Et c'était dommage, c'est comme j'ai dit avant, c'est un match que tu joues pas bien ou que ça va pas, tu perds la médaille. Donc en tout cas, on va fermer cette parenthèse sur Sydney, donc qui se termine avec une belle médaille de bronze. Et effectivement, donc tu l'as dit, toi tu pars jouer ensuite en France, tu retournes au Brésil, puis pour finir ta carrière. Et on te retrouve en 2016 aux Jeux Olympiques de Rio à domicile, où tu représentes le Brésil non plus en tant que joueuse, mais comme directrice technique de l'équipe féminine du Brésil. Alors, tout d'abord, comment s'est passée cette transition de joueuse à directrice technique? Et également, est-ce que tu peux nous dire, pour un tournoi à domicile, quelles étaient les ambitions du Brésil à ce moment-là? Donc, moi, j'ai arrêté ma carrière en 2010 dans mon club à São Paulo. Donc, ils ont me proposé pour devenir entraîneur. Donc, je passe à entraîneur U19, U17 aussi, et assistant coach de l'entraîneur principal. Et là, je commence à entraîner, tout ça, et un bout du moment, notre directeur, elle est parti. Je ne sais pas pourquoi elle est partie. Et donc, notre président, il me propose de rester coordonnatrice de cette équipe. Et moi, je dis, c'est compliqué parce que pour faire deux choses, je n'aime pas trop. J'aime bien être dans un boulot que je peux me donner 100%. Et j'ai commencé avec un entraîneur et aider un peu le directeur, mais ça l'est pas. Donc, je dis, bon, je vais essayer. Je vais essayer d'être coordonnatrice de cette équipe. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et la Confédération, je ne sais pas si vous savez, mais on a eu un problème avec notre président. Notre président, il fait des choses pas bien pour la Confédération. On a eu des problèmes d'argent. Et la FIBA, elle a puni le Brésil. On était punis, on ne pouvait pas jouer. Il y avait plein de choses qui s'est passées administrativement. Et le comité olympique me téléphone et dit, Adriana, on a besoin de toi. Donc maintenant, tu as un peu l'expérience comme directrice de ton club, que c'était un club connu au Brésil, à São Paulo. Donc, j'ai envie qui vous venez nous aider pour les Jeux olympiques. Mais ça, c'était en janvier. Et les Jeux olympiques, c'était au mois d'août. Moi, je dis oui, je veux bien aider parce que c'est mon pays, j'ai envie que ça se passe bien pour le basket féminin. Mais c'est compliqué parce que on n'a rien planifié, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ils ont changé le coach, ils ont changé beaucoup de choses, changé aussi le président. Mais je dis, mais je viens quand même. Donc là, il nous avait dit, si tu peux faire des matchs amicaux, tout ça. Mais j'avais pas des clubs parce que les clubs s'arrangent avant. Donc, je prends le téléphone, je téléphone à Valérie Garnier, qui c'était ma coach à Montpellier. Je dis, s'il vous plaît, aide-moi, j'ai besoin de faire des matchs. Est-ce que vous pouvez nous inviter? Donc, la Fédération française m'a aidé beaucoup. Donc, on est venu ici pour jouer des matchs. Et voilà, on arrive aux Jeux Olympiques avec une équipe pas faible, une équipe qui on pouvait jouer bien cette Jeux Olympiques, mais on n'a pas s'entraîné. Et ça marche pas. On s'entraînait pas beaucoup. Donc, on a envie de faire quelque chose déjà chez nous, mais on n'arrivait pas. Mais pour le discours, pour venir le discours olympique, on était dans le village olympique 3 jours avant les Jeux olympiques. Il y a le président du comité olympique qui m'appelle et dit, Adriana, il faut que tu viennes à mon cabinet. Et moi, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elles ont fait les filles? Je pensais quelque chose n'est pas bien déjà. J'ai dit, il y a quelque chose qui est mal passé. Moi, j'étais un peu stressée, donc j'étais là-bas et il m'annonçait que c'est moi qui va faire le jour olympique, le jour de l'ouverture. Et moi, j'étais paniquée, comment on dit, Pas- paniquée. Paniqué, J'étais oui, tout à fait. paniquée parce que je dis, mais comment je vais faire ça? Parce que moi, quand je parle
Déjà, quand je parle des Jeux olympiques, des olympismes, moi, j'étais porteuse aussi de la flamme et c'était quelque chose de magnifique. Donc, je dis, comment je vais faire ça? Parce que déjà, je pouvais parler à personne que je vais faire ça parce que c'est un peu caché, comme vous avez vu ici. Tout le monde dit, ah, va, le jour de l'ouverture, va voir ça, 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 mais personne ne sait correctement ce qui va passer parce que tu signes quelque chose que tu ne peux pas parler. Voilà, mais j'ai parlé aussi à mon mari et à ma famille. J'ai dit, parle à personne, mais il va se passer quelque chose ce jour-là. Donc, j'avais un jour pour m'entraîner dans le Maracanã. Donc, j'étais là-bas avec mon petit discours. Donc, la dame m'avait dit, le jour J, vous allez avoir un papier, vous pouvez lire, mais il faut savoir quand même dans la tête pour pas regarder trop le papier. J'ai dit non, t'inquiète pas, mon problème c'était pas ça, mon problème c'était pas pleurer. Parce que je dis, moi je vais pleurer, je suis sûre que je vais pleurer. Je suis une pleureuse déjà. Et j'ai dit, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. Donc j'ai essayé, voilà. J'ai stressé déjà d'être au milieu du Maracanã et il n'y avait personne. J'étais toute seule en train de m'entraîner. Donc le jour J, il arrive et c'était, je sais même pas comment on dit qu'est-ce que c'était le sentiment. Parce que moi, quand j'ai gagné quelque chose, j'ai gagné avec une équipe. J'étais avec mes coéquipiers et là, j'étais toute seule. J'étais toute seule, mais en train de représenter la femme, le basket. Moi, j'ai même des souvenirs, je pleure. Moi, si je vais parler de ça, je pleure. Et là, je dis, comment je vais faire tout ça? Donc, je monte les escaliers avec, il y avait un athlète, il y avait un arbitre aussi. Donc là, moi, je prends mon papier, j'ai dit, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais regarder dans un point, comme j'ai fait pour le lancer-frein. Moi, j'avais une stratégie pour le lancer-frein. J'écoutais rien, j'ai regardé personne, j'ai regardé un point. Et là, j'ai fait la même chose parce que je savais que tout le monde était en train de regarder. 80 000 personnes dans le Maracanã. Et en plus, j'ai pas envie de pleurer. Et j'ai envie de faire joli aussi pour mon pays. Donc, c'est très bien passé. Et après, quand j'ai sorti de là-bas, j'étais trempée, j'étais toute mouillée, mon cœur je pouvais écouter mon cœur, c'est incroyable ça. C'est la première fois que j'ai ces sentiments. J'écoutais mon corps dans mon oreille, ça faisait boum, 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 bien, bien fort. Et là, c'était un jour magnifique que j'ai jamais oublié de ma vie. Donc tu l'as dit, 80 000 personnes autour de toi dans le Ouais, Maracana, mais des millions devant leur télévision en plus. oui, Donc voilà, effectivement, un moment fort, fort en émotion, très chargé en émotion. ouais. J'ai pas bugué. Non, effectivement, je l'ai revu il y a pas longtemps, puisque Voilà, on peut regarder la cérémonie sur YouTube et effectivement, c'était parfait. oui. J'ai même pas tremblé avec le papier, hein. C'était Même fort pas. ce jour-là. Adriana, au-delà des magnifiques émotions que tu nous fais ressentir dans cette description, est-ce qu'aussi le fait de faire ce discours, ça cimente pour toujours ta place dans le basket brésilien? Je sais pas te dire parce que moi Adriana sans le basket, je sais pas qu'est-ce que c'est. Parce que j'ai commencé à jouer avec 12 ans et je me suis arrêtée à 39 ans. Mais j'ai pas sorti de basket. Je suis toujours dans le basket et je crois que j'ai une place. Bien sûr, j'ai une place. Je suis quelqu'un qui a toujours envie de monter le drapeau de mon pays. Même si il y avait des moments difficiles. Il y avait des moments difficiles parce que dans notre pays, avec les Jeux olympiques, que tu réussis même pas à gagner un match, c'était pas facile pour moi. Mais même dans ces moments-là, j'étais toujours pour faire mon mieux pour le basket. Et j'ai continué à faire ça. J'ai continué à faire ça. Pour où je passe, je parle de mon pays. Parce que le Brésil, c'est mon pays, c'est joli. Les gens regardent le pays avec une autre vision, mais c'est pas facile de vivre là-bas. On a des choses difficiles. C'est un pays riche et en même temps pauvre. Donc, pour moi, être quelqu'un
qui ramenait le nom de mon pays avec le sport et tout ce que le basket m'a proposé. Je suis une personne très, très riche parce que déjà, j'ai connu des autres pays, je connais des autres cultures, j'ai voyagé le monde, je pouvais étudier par rapport au basket parce que là-bas au Brésil, pour être dans des bonnes écoles, il faut payer et moi, j'avais des bourses pour jouer. Et c'est tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au basket. Donc, je suis tellement contente, tellement ravie de tout ce que le basket m'a proposé. Et c'est ça, j'essaie de tout donner pour qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Eh bien, Adriana, merci. Merci pour tes mots. On va conclure ce podcast par une petite série de questions-réponses rapides sur toutes les Olympiades dont on a parlé. Si tu devais en garder une seule, ce serait Aïe. laquelle et pourquoi? Ah, c'est difficile, hein, cette question, parce que chacune a son truc. Comme j'avais dit, 92, c'est la première fois. Après, 96, on monte la première fois au podium. Après, on n'a pas Paula et Hortensia, mais on a la médaille. Donc, c'est compliqué, mais je vais rester avec Sydney 2000. La médaille de bronze à Sydney. Oui. Et au contraire, si tu devais ou si tu pouvais changer quelque chose sur ces jeux, sur les différents jeux auxquels tu as participé, qu'est-ce que ça serait ou quand? Je crois que c'est à Barcelone. Je crois que il faut penser juste à jouer et au match et pas penser à autre chose parce que ça passe tellement vite et après, il faut pas regretter. Et nous, on a laissé passer une opportunité qu'on n'a pas laissé à Atlanta et à Sydney. Donc, je crois qu'on a bien appris la leçon. Et pour finir, Paris 2024, c'est encore un peu dans nos têtes. Qu'est-ce que Oui. toi, tu as préféré de ces Jeux olympiques de Paris? Ah, tellement de choses. Moi, j'ai vécu à fond Paris. Parce que déjà, le passage de la flamme, pour moi, c'était quelque chose qui m'a touché beaucoup parce que j'ai eu cette opportunité donc, à Rio. Donc, de voir les gens ma copine Laetitia Moussard qui a conduit la flamme olympique chez elle, j'étais très contente pour elle parce que c'est un moment magnifique. Après, de voir l'égalité des femmes et hommes, c'est incroyable. Après, juste pas l'égalité, mais tout ce qui a proposé, parce qu'il y a des gens qui avaient peur pour les Jeux olympiques à Paris. Et moi aussi, j'avais un peu peur parce on voit des choses au monde et, et on a vu que les Jeux olympiques, il peut unir les gens, unir les cultures, unir les pays. Et c'est ça, le sport, il est tellement grandiose il peut faire ça. Donc, j'étais à Lille et après à Paris aussi. Et j'ai le sentiment de les gens pendant les Jeux olympiques, pourquoi on ne peut pas rester comme ça tout le temps? On sourit tout le temps, on est ravis tout le temps, on pleure de temps en temps parce que tout le monde a envie de gagner, mais c'est la vie. Un jour on gagne, l'autre jour on ne gagne pas. Mais pourquoi rester avec nous cette joie de vivre qui est les Jeux olympiques? Je crois que c'est une leçon pour beaucoup de gens, pour beaucoup de pays aussi. On a vu des matchs magnifiques, on a vu des athlètes magnifiques, de la supération des athlètes comme Simone Biles elle ne pouvait pas être à Tokyo par rapport à tout ce qu'elle a passé et elle est revenue plus fort. Tu vois, le garçon qui a lutté contre Teddy Riner, le japonais, c'était dur pour lui, mais tu vois, il faut que son pays dise qu'il pouvait revenir, qu'il était grandiose aussi, et que le sport, on peut faire des amis, on peut faire des copains, on peut être ensemble, c'est ça, c'est magnifique. La ouverture, c'est magnifique. La clôture, c'est magnifique. Moi, j'ai adoré. Quand je dis le mot JO, ça me touche beaucoup.
Et je remercie pour avoir l'opportunité de parler ici. Je m'excuse aussi pour mon français. C'est Il est pas excellent. très, c'est pas facile les verbes. J'essaie d'étudier beaucoup, mais c'est pas facile. Donc, pardon pour les conjugaisons et tout ça. Mais la France, elle est dans mon cœur. Voilà. Mon mari est français, ma fille, elle est française. Et c'était un pays qui m'accueillait très, très bien. Si je dis un mot, c'est l'accueil. Moi, quand je suis arrivée en France, je parlais même pas un mot de français. Et mes coéquipiers à Montpellier m'a tout appris. Je suis tellement grate pour tout ça. Adriana, merci beaucoup. Tu as été Merci. excellente, tu as été parfaite. Merci. C'était un sacré moment qu'on a vécu avec toi, un sacré moment d'émotion. Donc, merci vraiment à toi. De rien. Merci. Merci, Adriana. Et merci pour le livre, hein, parce que c'est génial. Hein. Quand je regarde le livre, c'est magnifique. Et c'est Franck qui m'a proposé cette merveille des livres des Jeux olympiques. Ben, merci au nom de toute l'équipe de basket rétro. Voilà, le basket rétro. Bisous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, d'abord merci énormément à vous. Et nous vous proposons de poursuivre l'expérience avec le livre écrit par l'équipe de Basket Rétro, l'histoire du basketball au JO, disponible dans toutes les bonnes librairies. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager. A bientôt pour une prochaine Parole Olympique.